Je m'appelle Geoffrey Miller et voici mon collègue Louis. Nous sommes tous les deux infirmiers au comptoir. Le comptoir, c'est un comptoir d'échange de seringues qui se situe à Charleroi et qui se prénomme le comptoir. Pas très original, mais certes. Nous sommes un service d'aide et de soins spécialisé en assuétude depuis maintenant plus de 20 ans et qui a pour mission la réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de drogue. Ça peut étonner certains d'entre vous, mais il y a de la drogue à Charleroi. Pour bien comprendre notre contexte professionnel dans lequel nous nous situons, nous allons devoir commencer par vous donner différents aspects qui vont caractériser notre spécificité en tant que travailleur infirmier au sein de notre institution. Pour ce faire, on en a catégorisé 5. Le fait que le comptoir soit un centre de service ambulatoire, le fait que nous pratiquons un accueil de bas seuil d'accès et d'exigence, le fait que nous ayons pour mission la réduction des risques, que tous nos patients ont tous un problème de dépendance, et enfin, que notre mode de fonctionnement est bien différent d'une structure de soins infirmiers classique, étant donné que nous ne sommes pas uniquement un service de soins, mais une SBL qui va proposer différents services. Un dispositif d'accès au matériel d'injection stérile, un espace d'accueil, de détente et d'information, divers accompagnements, des projets participatifs, plein de choses, mais je ne suis pas là pour me lancer des fleurs durant cette présentation, et donc je vous invite à consulter notre site internet. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Louis, qui va vous présenter notre contexte professionnel. Merci beaucoup Geoffrey pour cette magnifique introduction. Alors, dans notre contexte professionnel, notre premier aspect se caractérise par le fait que nous sommes un service ambulatoire, c'est-à-dire qu'aucun patient chez nous vient pour y passer la nuit. D'ailleurs, nos horaires sont principalement des horaires de jour et notre objectif est, s'il en fait la demande, que le patient soit diagnostiqué, traité et suivi par la suite. Pourquoi s'il en fait la demande? Parce que notre institution n'est pas seulement un centre de soins. Un autre aspect est caractérisé par un niveau d'exigence de contraintes relativement faible pour avoir accès à nos services, c'est-à-dire que le bénéficiaire n'est pas contraint d'être aux normes sociales, administratives ou financières, etc. Et donc ça c'est pour le principe de bas seuil. Nous appliquons ce qu'est la réduction des risques, ou RDR en plus court. C'est une stratégie de santé publique. Merci beaucoup. C'est une stratégie de santé publique, et si vous retenez ça, ce sera déjà bien, mais pas que, parce qu'elle vise à prévenir tout type de dommages liés sur le plan physique, mental ou environnemental, liés à la consommation de drogue, qu'elle soit licite ou illicite. Elle concerne tout type d'usage, donc il peut être expérimental, ponctuel, récréatif, peu importe que le mode de consommation ou la présence ou non d'une dépendance physique ou psychologique. Il faut savoir que même la consommation la plus RDR qui soit reste un acte invasif et le risque zéro n'existe pas. Pour vous parler un peu du public, comme nous travaillons dans un contexte de bas seuil, comme on l'a vu précédemment, nous n'avons pas d'exigence particulière sur l'accueil de nos bénéficiaires. Cependant, avoir 18 ans ou être accompagné d'un tuteur légal et s'identifier comme consommateur reste un prérequis. C'est-à-dire que la quasi-totalité de nos bénéficiaires s'identifient comme consommateurs dépendants à l'heure actuelle. Je vais vous donner un profil type, ça sonne au comptoir, chez nous à la porte, on va aller ouvrir la porte et un usager se présente aux portes, ça fait beaucoup de fois le mot porte. Il y a de grandes chances d'ouvrir et de tomber sur un homme, parce que la parité d'homme-femme est de plus ou moins 80% d'hommes pour 20% de femmes, entre 35 et 45 ans, polyconsommateur depuis des années, qui vit probablement à la rue, qui a connu des périodes d'arrêt de consommation et de rechute, et ce profil concerne plus d'une personne sur deux. Notre file active est de plus ou moins 500 personnes annuellement, dont la moitié bénéficiera au moins d'un soin au cours de l'année. Notre mode de fonctionnement se définit en permanence d'accueil tous les jours ouvrables de l'année, de 11h à 16h. Pas de rendez-vous, l'usager peut se présenter comme il le souhaite dans cette tranche horaire, c'est-à-dire que si le besoin de service ou de soins est immédiat, le bénéficiaire se voit être pris en charge dans l'immédiat. Pour le suivi, il n'existe pas de protocole préétabli, mais il se négocie entre l'usager et le professionnel. La réalité du terrain peut mener à des prises en charge adaptées entre les besoins de l'usager et celui de l'idéal en matière de soins. Comme par exemple, la consommation après va toujours prendre en charge la consommation du patient, le fait qu'il est à la rue, il pourrait encore marcher 20 km sur sa journée.
et la gestion de la douleur, bien évidemment. Les relations entre consommateurs et le système hospitalier sont ancrées dans une dualité. D'une part, on a un public qui a des besoins spécifiques, pour certains un mode de vie sédentaire, j'ai peut-être pas mis le bon mot, une horloge interne qui fonctionne à leur propre rythme, tandis que l'hôpital, lui, fonctionne de manière uniforme, avec une prise en charge au rythme de l'hôpital. Et c'est ici que la dualité se marque. D'une part, on a un côté l'hôpital qui ne s'adapte pas comme l'usager le voudrait, et bien sûr, l'usager ne s'adapte pas non plus comme l'hôpital le voudrait. Résultat des choses, l'usager se sent rejeté par l'hôpital et le rejette à son tour. Donc c'est la réalité. Cette réalité mène à des prises en charge extra-hospitalières, comme au comptoir, qui ne devraient pas en être. Et la prise en charge peut devenir compliquée, surtout d'un point de vue pratique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on travaille en tant qu'infirmier dans un contexte professionnel comme le nôtre, il est impossible d'avoir la casquette juste infirmier. Et donc pour ça, on va se catégoriser dans 3 aspects différents. On va réellement avoir un rôle en tant qu'accueillant, un rôle en tant qu'intervenant social et un rôle vraiment en termes que soignant. Et tout ça va faire qu'on aura notre poste d'infirmier. Donc le premier rôle, c'est donc d'abord le poste d'accueillant qui va nous permettre de faire connaissance avec l'usager, de gagner sa confiance, d'être un peu plus intime avec lui et de connaître son parcours de vie et de sa consommation. À partir du moment où on va faire ça, ça va nous permettre d'entrer dans l'univers du consommateur et ainsi de pouvoir l'informer sur comment il doit consommer en fonction de ce qu'il consomme, que ce soit de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool, divers médicaments ou bien évidemment tout cela confondu. Et ainsi, on va lui donner les bonnes informations de réduction des risques par rapport à sa consommation personnelle. Un exemple concret. Pour donner un exemple de conseil de réduction des risques qu'on va donner, je ne sais pas si ici dans la pièce des personnes s'y connaissent en matière de stupéfiants, mais la cocaïne ne se fume pas sous forme de poudre. Il faut la transformer en cailloux. On utilise une base qui peut être l'ammoniac, c'est ce qui est utilisé traditionnellement par les usagers, mais c'est très peu RDR. L'ammoniac est très mauvais pour les poumons, mais cependant, une seule manipulation suffit pour transformer la cocaïne en un caillou de crack fumable. Et donc nous, on propose une alternative qui est le bicarbonate de soude. Seulement, c'est 2 manipulations, c'est plus compliqué, c'est moins dans les mœurs des usagers. Mais voilà les messages qu'on va faire passer. Sinon aussi, par exemple, l'héroïne, pour être consommée sous forme d'injection, de passer de l'état solide à l'état liquide, se mélange non seulement avec un liquide, mais doit être acidifié pour que le caillou devienne un liquide homogène. Et donc on donne de l'acide ascorbique stérile, ce que dans les mœurs on aurait pu retrouver, surtout il y a quelques années, du citron ou encore du vinaigre, tout simplement. Notre second rôle en tant qu'intervenant social, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à d'autres aspects de sa vie que uniquement la santé. Donc même si en tant qu'infirmier on doit s'intéresser à la santé, ce n'est pas spécialement la priorité pour nos consommateurs. Et donc les gens qui vont venir chez nous, on va devoir d'abord répondre à leurs préoccupations premières, qui sont tout simplement le fait de consommer, le fait d'avoir quelque chose à manger, le fait de passer la nuit quelque part parce que ça fait 4 jours qu'il ne dort pas. Et donc, on va faire en sorte de répondre à ses premiers besoins pour qu'ensuite, peut-être, il y ait la démarche d'effectuer un soin avec nous. Et donc, on va vraiment jouer notre rôle à téléphoner aux abris nuit pour qu'ils puissent être hébergés. On va essayer de sonner à une banque alimentaire pour lui donner des colis. On va lui distribuer du matériel d'injection stérile pour qu'il puisse consommer. Mais malheureusement, on ne pourra pas lui fournir l'héroïne. Ça, c'est encore interdit. Donc, pour exemplifier ce genre de situation, on va prendre l'exemple d'un usager qui arrive au comptoir et que sur son bras, on voit clairement un abcès visible, odorant même. Donc, moi, en tant qu'infirmier, je l'interpelle sur la nécessité du soin. Mais lui n'est pas du tout venu dans la perspective de se soigner. Donc ce qu'il veut d'abord, c'est du matériel pour se déblanchir. Donc se déblanchir, c'est juste retirer la sensation de manque. Il veut que je contacte l'abri de nuit, comme Geoffrey l'a dit. Et donc là, ici, comme il n'a pas le temps pour son soin et que la casquette que je porte à ce moment-là, c'est celle de l'accueillant, je vais répondre à sa demande et donc du coup mettre le soin de côté parce que c'est la casquette d'accueillant qui prime. Et enfin, le rôle proprement de soignant, qui nous intéresse un peu plus, et qui reste selon nous le plus important, parce que dans la plupart du temps, les usagers qui viennent chez nous ne fréquentent pas les services de soins classiques, on va dire. Parce qu'ils ont des difficultés avec eux, que ce soit de leur faute ou de la faute des soignants, parce que les temps d'attente sont trop longs, parce qu'ils ne sont pas en ordre de papier, parce qu'ils ne peuvent pas consommer dans leur chambre alors qu'ils sont hospitalisés, ou ce genre de choses. Et donc à partir du moment où il y a un soin, notre prise en charge va être différente d'un service hospitalier, là où la personne va rester alitée, où elle vient réellement juste, entre guillemets, pour ça.
Et donc on va devoir tenir compte de plusieurs paramètres pour pouvoir au mieux adapter notre soin et que lui soit d'accord de réaliser ce soin. Concrètement, on ne va jamais réaliser 2 soins pour une plaie identique. On va vraiment se baser sur la personne en sachant est-ce que la personne, je vais utiliser tel type ou tel type de pansement, parce que est-ce qu'elle va... Désolé. Parce que ça va dépendre de si... Voilà. Donc on ne va jamais faire de 2 pansements pour 2 plaies identiques, parce que je ne sais pas si tel pansement va tenir à la personne, je ne sais pas si je vais utiliser tel ou tel bandage, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire après, on ne sait pas si elle a décidé de consommer, et donc je ne vais pas mettre une bande sur son bras alors qu'elle va décider de consommer et de l'enlever une fois que le soin sera terminé. Donc on va devoir prendre plein de choses en compte pour pouvoir adapter au mieux notre soin. On parle souvent de balance entre besoin et demande de la personne. Donc nous, en tant qu'infirmiers, on sait ce que nécessite la plaie de la personne en termes de besoin, mais on doit satisfaire aussi sa demande. Et donc on va essayer de faire le mieux pour que ça l'arrange et que nous, notre boulot soit effectué. Il nous arrive même parfois de faire un accord avec la personne, de se dire tiens, on va te montrer comment on fait le soin et on va te donner le matériel nécessaire pour que tu puisses réaliser ton soin. Tout est une négociation avec la personne, mais nous, notre objectif, à partir du moment où il se présente chez nous, sachant qu'il ne va pas se rendre dans un service hospitalier classique, il faut que, en tant qu'infirmier, on fasse une prise en charge complète, c'est-à-dire un diagnostic, une mise en traitement et essayer de négocier un suivi avec la personne. Ici, je vais vous donner un exemple de situation qu'on pourrait avoir où on pourrait, par exemple, dire au patient, on va apprendre au patient à lui-même procéder à la réfection de ses soins. C'est par exemple comme on travaille avec des patients qui consomment de la cocaïne qui est un stimulant, on peut avoir en salle de soins des patients assez nerveux qui gesticulent dans tous les sens et donc parfois si le pansement est mal placé, on pourrait mettre un pansement, ça pourrait être difficile, pas esthétique, pas tellement aseptique non plus, et donc là on va donner du matériel au patient en lui disant de refaire des soins lui-même. Et j'ai oublié une autre information, c'est que le patient, évidemment, ce cocaïne très nerveux, rester en place sur la table de soins plus de 10 minutes, ça risquerait d'être compliqué. Et j'ai un autre exemple comme celui-ci, qui est arrivé pas plus tard qu'hier. On a reçu un patient, peu importe l'heure, on reçoit un patient avec un triple abcès au niveau du bras, donc c'est-à-dire un abcès avec on va dire 3 foyers distincts, assez conséquents, où on lui dit on peut percer l'abcès, on peut le vider, il y aura une pression en moins, la douleur sera déjà diminuée. Lui, sa réponse a été non, moi je ne veux pas avoir mal, donc on va juste mettre un bandage autour, on va attendre qu'il perce tout seul. Et dans les 10 minutes qui suivent, le patient qui suit le prochain soin, c'est un abcès, mais vraiment minime, au même endroit, mais vraiment tout petit. Et lui, il dit directement, celui-là, faut me le péter, et hop, on n'en parle plus, quoi. Donc, dans notre pratique infirmière, nous allons être confrontés à différents types de plaies et de problèmes de santé par rapport à diverses choses. Il y a des soins qui vont être liés à des causes, on va les appeler conventionnelles, à des causes qui sont liées à leur mode de vie et à des causes qui sont liées à leur consommation. Pour celles qui sont des causes conventionnelles, j'appelle ça la bobologie, ce qui ne demande pas réellement des connaissances ultra qualifiées en termes d'infirmiers, et donc qui vont être des petites plaies complètement classiques, quelqu'un qui tombe, qui se fait une écorchure au genou, quelqu'un qui se blesse au doigt parce qu'il s'est coupé avec peu importe, ou simplement quelqu'un qui s'est cogné qui va avoir un hématome. Et donc ici, notre prise en charge, même si ça reste bobologie, comme je l'ai dit, est importante parce que la plupart des personnes qui viennent chez nous vivent dans des états de précarité qui font qu'une petite plaie peut très vite s'aggraver et du coup qui pourrait engendrer une hospitalisation ou en tout cas un rendez-vous en service d'urgence alors qu'il n'y a pas de lieu d'être si la plaie est prise assez tôt. Ici, je vais vous donner un exemple vécu. On va l'appeler Mélo. Ça vous va, Mélo ? Donc Mélo est rentrée dans notre institution et a trébuché sur le paillasson. Donc elle est tombée bras en avant et s'est écorché tout l'avant-bras. Donc le seul problème, c'est que dans sa situation à la rue, c'est compliqué d'avoir accès aux sanitaires. Donc ne fût-ce qu'une plaie qui, pour nous, serait quelque chose de totalement commun chez eux pour amener une infection locale et dégénérer. Donc on va lui proposer de désinfecter la zone d'écorchure, de recouvrir avec des compresses et un bandage bien évidemment, afin d'éviter que des germes pathogènes viennent s'y installer et que l'infection s'installe et dégénère par la suite. La deuxième est celle liée au mode de vie. Et donc mode de vie, comme on l'a dit précédemment, les gens qui viennent chez nous ont justement, la plupart vivent à la rue, se déplacent à pied toute la journée, n'ont pas d'accès spécifique à l'eau ou quoi que ce soit.
Et donc, on va se retrouver avec des personnes qui viennent chez nous avec des états au niveau des pieds parce qu'ils font 50 km par jour, parce qu'ils ont des problèmes avec la justice et il a dû sauter du 2e étage pour échapper à la police et il arrive avec des fractures et des plaies, ou des problèmes dermatologiques pour le fait qu'il vit dans la rue ou alors qu'il va habiter dans des abris de nuit. On va aussi avoir des soins qui sont là, à ce moment-là, plus hospitaliers, mais comme les conditions d'accès aux services hospitaliers ne leur conviennent pas, ils vont signer une décharge, ils vont prendre fuite ou alors ils vont se faire éjecter de l'hôpital. Et donc là, on va devoir aussi reprendre un suivi de soins beaucoup plus conséquent. Mais ici, c'est une liste non exhaustive, mais voilà, liée à leur mode de vie, on a toutes sortes de soins. Louis va vous donner un exemple plus concret. Je vais vous donner l'exemple de Franck. Franck, un jour, escalade un mur pour échapper à la police. Sauf que quand il veut redescendre, il fait plutôt une chute qu'une descente et il tombe sur l'avant-bras. Donc fracture, hôpital, opération chirurgicale et mise en place de broches, donc un dispositif qui soigne en intra-hospitalier. Franck est à la rue, se réveille en manque dans son lit d'hôpital. Il a un chien qui est forcément également à la rue et il n'a pas de solution pour son chien. Le manque plus le chien, Franck dit « Moi, je signe une décharge, je vais m'occuper de mon chien, je vais me déblanchir à la totale. » Et quitte l'hôpital avec son dispositif de reconstruction de fragments osseux. Et donc, il arrive chez nous 2-3 jours plus tard, parce qu'il n'est pas venu directement après sortie de l'hôpital. Il est venu quand il s'est dit finalement, faudrait peut-être que j'aille voir l'avancée de l'état de santé de mon bras. Et donc nous, sur le moment même, on regarde s'il n'y a pas trop de dégâts, on fait le soin dans la mesure du possible, parce qu'on n'a pas spécialement non plus tout le matériel adapté. C'est comme quelque chose de proprement hospitalier. Et donc on voit avec lui, qu'a-t-il de prévu pour suivre son état de santé? A-t-il un rendez-vous chez le chirurgien ou faut-il en prendre un à sa place? Et surtout, quand viendra-t-il pour faire ses soins? Parce que forcément, on a du matériel qui est des composantes en dehors de composantes organiques. Ça, c'est porte ouverte à l'infection, surtout quand on est à la rue. Et pour la dernière, celles qui sont liées à la consommation, tout va dépendre de la manière de consommer. Donc à partir du moment où la personne va consommer au niveau du sniff, il va avoir des problèmes au niveau des sinus. À partir du moment où il va consommer par fumette, il va avoir des problèmes au niveau pulmonaire. Et malheureusement, ceux qui sont le plus fréquents chez nous, c'est ceux qui consomment via l'injection. Et donc on va avoir tous les problèmes mécaniques et infectieux qui vont être liés à cette consommation. Donc quand je dis mécanique, je parle de l'altération du capital veineux, d'hématomes, de thrombose, d'embolie. Et infectieux, deux choses, vraiment tout ce qui est viral, où là on va être vraiment attentif parce qu'on traite aussi des hépatites ou ce genre de choses, donc pour pas qu'il y ait de contamination virale, et tout ce qui va être infectieux, plaies diverses, abcès, ulcères, et on n'espère pas septicémie. Donc je vais terminer sur un exemple qu'on va appeler Dany. Donc Dany est un consommateur par injection depuis déjà plusieurs années et qui connaît beaucoup de complications de sclérose veineuse, c'est-à-dire que son réseau veineux au niveau des bras et des jambes sont obstrués et donc c'est difficile de trouver une veine encore praticable aujourd'hui. Et donc un jour, en essayant malencontreusement de trouver la veine, il envoie du produit en sous-cutané. Forcément la stérilité du produit en lui-même n'est pas stérile, donc abcès, infection et abcès. Et pour lui, hors de question d'aller à l'hôpital, peu importe l'ampleur de l'abcès. Donc il se présente chez nous, mise en place de soins locaux, bien évidemment. On perce l'abcès encore une fois. On gère la douleur du patient au comptoir. On aide le patient à trouver des alternatives à l'injection. Parce qu'on va lui dire quand même, hors de question d'injecter dans cette zone-là. Et si lui n'a plus que cette zone-là actuellement, on va lui dire non, mais il y aura le bandage, etc. On peut encore l'aider à trouver des alternatives, à essayer de mettre le bandage pour encore essayer de l'aider un maximum. Encore une fois, ce n'est pas l'idéal. Donc on va lui proposer des alternatives, telles que la fumette ou l'injection anale, et bien sûr sans l'aiguille, bien évidemment.